Comme prérequis à ce e-learning, nous vous présentons ce module dans lequel nous allons parler du triage vasculaire, sa place dans notre pratique, mais également de l'accès direct. Pourquoi savoir trier est nécessaire pour cette modalité d'accès aux soins, mais aussi pourquoi c'est nécessaire de ne pas attendre d'avoir l'accès direct pour déjà être compétent en triage. Donc, je me présente, je m'appelle Brun Littré, kinésithérapeute de formation, également préparateur physique. Je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt pouvant altérer mon discours. Et je vais vous parler également de troubles vasculaires, car je suis enseignant dans l'identification, le triage et le traitement des pathologies nerveuses. Et donc, les troubles vasculaires sont la continuité, car elles miment les atteintes nerveuses, également les troubles musculo-squelettiques. Je me présente, je m'appelle Olivia Ferrand, ostéopathe, autrice, vulgarisatrice sous le pseudo de Touch of Science et formatrice sur les troubles vasculaires. Cette vidéo sera axée autour de 3 grandes parties. L'accès direct, ses enjeux sociétaux et politiques. Ensuite, les red flags et le triage. Qu'est-ce que ça signifie réellement et quelles en sont leurs spécificités. Pour terminer, sur la place des pathologies vasculaires dans tout ça et comprendre les subtilités de la littérature. Les termes accès direct et autoréférence signifient que les gens peuvent se référer à un thérapeute sans avoir à voir un autre professionnel au préalable, ou sans qu'on leur dise de se référer à un autre professionnel de santé. Dans certains pays, une personne ne peut recevoir des soins ou un traitement d'un physiothérapeute, donc d'un kiné, que si elle a été référée par un médecin. Cela coûte cher au système de soins et de santé et peut entraîner un retard chez la personne qui reçoit des soins ou un traitement. Parfois, un médecin ne sait même pas comment la physiothérapie contemporaine peut aider les gens et peut suggérer un traitement inapproprié. Cette approche ne reconnaît pas non plus l'autonomie de la profession de physiothérapeute, kinésithérapeute, et le triage en kinésithérapie n'est pas une compétence uniquement réservée à ceux qui pratiquent l'accès direct, mais à ceux qui veulent assurer et s'assurer de pouvoir traiter leurs patients en toute sécurité, donc techniquement tout le monde. Le triage, c'est tous les jours dans son cabinet. Si la condition du patient évolue, que ce soit au cours du traitement kiné ou simplement entre le moment où le médecin a été consulté et le moment où vous voyez le patient en séance. Si un événement indésirable survient durant la rééducation, un patient qui vous demande de regarder son dos alors que vous le voyez pour une entorse de cheville, et ça, je pense que tout le monde l'a déjà vu, et si l'hypothèse de départ concernant son problème s'avère erronée ou plus complexe, vous vous rendez compte qu'on est sur forcément du triage et de l'accès direct. Il existe de nombreuses différences entre le cursus de formation des différents pays dans lesquels les études ont été menées comparativement à la France. Pour résumer, la différence importante est à faire entre l'accès direct clinique, celle de l'accès direct de la vie de tous les jours, et le modèle légiféré avec ses caractéristiques spécifiques. Après un kiné en première intention en soi, c'est très limite, voire illégal en France. On passe sur l'exercice illégal de la médecine, et c'est toléré sur les terrains de sport, mais c'est tout. Je n'ai pas forcément d'autres exemples d'accès direct des kinés. Le seul moyen d'avoir une première intention légale en France serait d'avoir l'accès direct. Et les ostéos ou les chiropracteurs, par exemple, ont la première intention et l'accès direct constamment. Donc en général, ils sont mieux préparés et ils sont mieux formés au triage, en théorie. Les services d'urgence sont confrontés depuis des années à l'augmentation considérable de leur activité. Les temps d'attente se prolongent en augmentant le mécontentement des utilisateurs. L'activité des services d'urgence aux États-Unis a augmenté de 23% entre 1992 et 2002. Le temps d'attente moyen pour être vu par un médecin en 2001 était de 49 minutes. En France, le nombre de passages dans ces services est de 22 millions en 2019. L'usage abusif des services d'urgence est un phénomène mondialement répandu. Les urgences sont encombrées d'une activité qui relève habituellement de la médecine générale. Pour remplir leur mission et assurer une qualité minimale des soins d'urgence, il faut agir pour diminuer l'encombrement. Ceci a incité certains services à appliquer le triage afin de déterminer quels patients devaient être pris en charge rapidement et lesquels pouvaient attendre. Le triage est un acte médical permettant le classement des malades en différentes catégories selon la gravité et les priorités de traitement. Il se fait à l'aide d'un outil préétabli en fonction des critères de gravité définis. L'objectif d'identifier très rapidement les patients nécessite une prise en charge immédiate, puis, pour les autres, de les subdiviser en catégories de gravité croissante permettant l'ordre de priorité. Un confrère vous présente juste après un de ces cas cliniques. On le remercie pour son partage. Bonjour Olivia,
Je te fais enfin le vocal que je t'avais dit que je te ferais sur les cas cliniques. Donc on va commencer par le premier cas clinique. Donc tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Breton Florian, je suis ostéopathe depuis 2019. Je suis diplômé du collège ostéopathique de Strasbourg et j'exerce donc dans le Grand Est, autour de Strasbourg. Et je suis également formateur au collège ostéopathique de Strasbourg, j'interviens notamment dans la formation clinique pour les étudiants. Donc voilà, on va commencer du coup par le premier cas. Donc il s'agit d'un homme de 61 ans qui m'était envoyé par son médecin traitant pour une névralgie. Donc ça, c'est le diagnostic du médecin, une névralgie cervico-brachiale gauche depuis 1 mois environ, irradiante dans le membre supérieur gauche jusqu'au coude, d'horaire mécanique, soulagé par le repos et répondant aux AINS. Lors de l'anamnèse interrogatoire, je relève les facteurs de risque suivants. Il y avait l'âge, le sexe et une hypercholestérolémie. Voilà. Et donc en fait, à l'anamnèse interrogatoire, le patient me signale qu'il a commencé à ressentir. Donc en fait, je repositionne un peu la situation clinique parce que ça ne correspondait pas à une névralgie cervico-brachiale gauche dans le discours du patient. Et en fait, il s'agissait d'une dorsalgie gauche qui irradiait dans le membre supérieur gauche et dans les cervicales. Cette dorsalgie, elle avait débuté lorsqu'il avait déchargé une remorque de bois, exactement. Et en fait, pendant qu'il a déchargé la remorque de bois, il a senti la douleur. Une fois qu'il avait fini son activité, la douleur avait disparu. Elle est évidemment pas du tout présente au repos. Et en fait, la douleur revient dès que la personne fait un effort physique un peu soutenu. Il avait cette fameuse douleur dorsale gauche qui lui irradiait dans le triceps. Et voilà, ça ne l'empêchait pas de vivre, ça ne l'empêchait pas de bouger. Mais ça l'embêtait pas mal. Donc du coup, on est passé à l'examen clinique. À l'examen clinique, je relève une tension artérielle à 130-70 mm de mercure. Donc normale haute, mais dans la normale. Et en fait, à l'examen clinique, donc il n'y a pas de syndrome rachidien, il n'y a pas de douleur à la palpation musculaire, pas de douleur à la mobilisation. Donc du coup, le contexte clinique est quand même un petit peu particulier. J'explique aux patients que, à mon sens, c'est pas une douleur mécanique parce que du coup, on ne reproduit pas la douleur à la palpation ou au mouvement. N'ayant pas de contre-indication à la prise en charge, je choisis de faire une prise en charge dans la remobilisation, dans les traitements plutôt musculaires, myotensives au niveau de tout ce qui est fixateur de l'omoplate, remobilisation du rachis thoracique, remobilisation du rachis cervical. Je montre quelques petits exercices de renforcement musculaire aux patients pour renforcer un petit peu la ceinture scapulaire. Et voilà, je lui explique qu'on ne pourra pas faire plus pour aujourd'hui, étant donné qu'il ne présente aucune douleur le jour de la consultation. Je lui dis de me tenir au courant si la douleur persiste ou quoi que ce soit. Donc du coup, le patient s'en va. Et il me recontacte 2 semaines plus tard pour me dire qu'il avait fait 2 infarctus du myocarde. Il me semble que c'était 2 infarctus du myocarde dans la même nuit. Donc envoyé aux urgences, etc. Donc Dieu merci, il a été pris en charge et tout s'est bien passé. Et du coup, en fait, il raconte cette fameuse douleur au cardiologue qui l'a pris en charge. Et le cardiologue lui explique qu'effectivement, donc c'était une dorsalgie gauche en fait qui était causée par un syndrome coronarien. Et du coup, c'était les symptômes, en fait, ça s'exprimait par la dorsalgie gauche. Donc, en fait, la complexité, là, du motif, où j'ai manqué un petit peu de raisonnement clinique, c'est que du coup, on aurait dû renommer le motif. Et si on avait parlé, en fait, de dorsalgie à l'effort, on aurait pu penser à une origine cardiaque. Et en fait, il faisait un peu des engordes d'effort, si tu veux, pendant les activités un peu soutenues. Et malheureusement, ça a débouché sur les infarctus parce qu'on n'a pas réussi à le déceler à temps. En tout cas, quand moi je l'avais eu, hormis le contexte qui faisait penser à cette dorsalgie cardiaque, quand je lui ai pratiqué l'examen clinique fonctionnel et que j'ai fait mon diagnostic d'opportunité, il n'y avait pas de signe d'alerte cardiovasculaire. Il y avait effectivement 3 facteurs de risque qu'on a pu relever à l'analyse interrogatoire, mais
outre ça, la consultation était normale. Le patient, il était normal, ses constantes étaient bonnes. Donc du coup, voilà, je m'étais pas inquiété plus que ça. Donc c'était il y a un petit moment. Il me semble que c'était il y a 2 ans la consultation, donc j'ai pu me former un petit peu sur la question. Donc cette petite erreur ne m'arrivera plus personnellement. Mais voilà, c'était un petit peu le cas que je voulais partager. En 2021, il y a eu 657 000 décès pour 67,8 millions d'habitants. Et nous pouvons retrouver 4 causes principales qui représentent 2/3 des décès. Nous avons en 1 les maladies cardiovasculaires avec 24,5% des décès, les maladies de l'appareil respiratoire 7,3%, les tumeurs 28,7% et les accidents et également les suicides 6,6%. Il y a une stratification des causes par l'âge. Bien sûr, les jeunes ont plus tendance à être victimes d'accidents ou de suicides comparativement aux personnes âgées. Les maladies cardiaques ischémiques sont les plus meurtrières au monde. Elles sont responsables de 16% du nombre total de décès dans le monde. Depuis 2000, c'est cette maladie qui a connu la plus forte augmentation du nombre de décès, soit plus de 2 millions pour atteindre 8,9 millions de décès en 2019. Les accidents vasculaires cérébraux et les maladies pulmonaires obstructives chroniques sont les 2e et 3e causes de décès, responsables respectivement d'environ 11% et 6% du nombre total de décès. Les infections des voies respiratoires inférieures restent la maladie transmissible la plus meurtrière au monde et se classent au 4e rang des causes de décès. Toutefois, le nombre de décès a considérablement diminué. En 2019, elles ont fait 2,6 millions de victimes, soit 460 000 de moins qu'en 2000. Les affections néonatales sont classées au 5e rang. Cependant, les décès dus aux affections néonatales sont l'une des catégories pour lesquelles la diminution mondiale des décès en chiffres absolus au cours des 2 dernières décennies a été la plus importante. Ces affections ont tué 2 millions de nouveau-nés et de jeunes enfants en 2019, soit 1,2 million de moins qu'en 2000. La majorité des morts néonatales sont dans les pays à faible revenu. Si nous nous intéressons à la France, dans les pays à revenus élevés, les décès augmentent pour toutes les maladies du top 10, à l'exception de 2 d'entre elles. Les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux sont les seules causes des décès dans le top 10 pour lesquelles le nombre total a diminué entre 2000 et 2019, de 16% et de 21% respectivement. Les hauts revenus sont la seule catégorie de revenus dans laquelle le nombre de décès dus à ces 2 maladies a diminué. Néanmoins, les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux sont restés parmi les 3 principales causes de décès pour cette catégorie de revenus, avec un total combiné de plus de 2,5 millions de décès en 2019. Donc, le nombre de décès dus aux cardiopathies hypertensives est en hausse, ce qui reflète une tendance mondiale. Cette maladie est passée de la 18e à la 9e cause des décès. Le raisonnement clinique se fait par soustraction. Il consiste à raisonner par exclusion pour arriver à la ou les hypothèses les plus probables en comprenant qui est la personne en face de nous et en élaborant un plan avec elle. Certes, il est important de comprendre le problème du patient, comprendre qui est la personne en face de nous et d'élaborer un plan. Cependant, il est d'abord essentiel de savoir si le patient nécessite une prise en charge différente. Ce patient doit être trié et un diagnostic d'exclusion doit être établi si besoin. Quicker and Sicker fait référence à l'évolution de la santé ces dernières années. Quicker, plus rapidement, renvoie à la façon dont le système de soins s'est réformé ces 10 dernières années pour combattre des coûts grandissants. Les prises en charge sont plus rapides, autrement dit, les patients sont déchargés plus vite qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans pour les mêmes conditions. Les procédures ambulatoires sont de plus en plus nombreuses là où nous pouvions être hospitalisés 7 jours auparavant. Les thérapeutes doivent donc aussi être conscients des complications post-opératoires des pathologies aiguës qui peuvent se développer dans ce contexte. Sicker, plus malade, fait référence au fait que les patients en soins, rééducation, etc., peu importe leur motif de consultation, sont bien plus que leur motif initial. Ils ont des antécédents médicaux et sont des personnes dans leur ensemble avec tout ce que cela implique. Le nombre de personnes avec au moins une pathologie chronique ou un handicap atteint des proportions épidémiques.
D'après un rapport de The National Institute of Aging en 2004, 79% des adultes de plus de 70 ans auraient au moins une des 7 pathologies suivantes: arthrite, HTA, maladie cardiaque, diabète, maladie respiratoire, AVC ou cancer. On vous laisse compter combien parmi les 7 ont un rôle dans le profilage vasculaire du patient. La présence de comorbidités multiples met en évidence la nécessité de voir la personne dans sa totalité et pas seulement comme une épaule par exemple. Même si la prise en compte des facteurs cognitifs et émotionnels tend à se développer, il ne faut pas délaisser la partie biologique qui est une réalité à intégrer dans le raisonnement. De plus, l'examen réalisé par les professionnels précédemment rencontrés par le patient peut être pertinent ou incomplet. Loin de nous l'idée de vouloir descendre des professions, ça n'est pas une question de profession et nous sommes tous responsables. Il est impératif d'être familier avec les pathologies et leurs risques. C'est pour ça qu'être bon dans notre champ de compétences ne suffit pas, il faut pouvoir le dépasser un petit peu afin d'en définir les limites correctement. Le but n'étant absolument pas de devenir cardiologue ou angiologue évidemment. Même si nous ne sommes pas responsables de la pose du diagnostic, le thérapeute qui classifie les signes et symptômes dans une revue des différents systèmes du corps humain est plus susceptible de reconnaître un problème en dehors de son champ de compétences et de pouvoir le communiquer au médecin afin de garantir au patient la meilleure prise en charge possible et sa sécurité. Le but du screening n'est pas de poser un diagnostic sur une pathologie, mais plutôt de déterminer si le patient peut être pris en charge pour des soins ou non. Le screening sera donc utile pour faire le triage des patients selon plusieurs catégories et placer notre niveau de suspicion sur un curseur. Les drapeaux rouges sont des signes et des symptômes qui font suspecter une pathologie grave. Jusqu'à présent, il n'y a eu que peu d'indications sur leur utilisation et ils ont été laissés à l'interprétation de chacun. Pour les pathologies rachidiennes, 163 signes et symptômes ont été signalés comme des signaux d'alerte, dont 119 symptômes provenant des antécédents de l'individu et 44 signes provenant de l'examen physique. Voici les fameuses catégories de triage dont nous parlions juste avant. Catégorie 1. Les facteurs qui requièrent une attention médicale immédiate. Catégorie 2. Les facteurs qui requièrent un questionnement subjectif et un examen précautionneux. Catégorie 3. Les facteurs qui requièrent un testing physique et une analyse différentielle. De plus, on va vous ajouter 3 notions primordiales qui peuvent modifier votre niveau de vigilance. La stagnation des symptômes, la progression des symptômes et la date ou les circonstances de survenue de symptômes. Vous vous doutez bien que vous n'allez pas forcément réagir de la même manière selon comment arrive le problème. Cette temporalité sera toujours à recontextualiser avec votre patient dans la mesure où une stagnation peut être rassurante ou inquiétante selon le contexte. Par exemple, une douleur constante 24 heures sur 24 est un signe d'alerte. Si on prend l'exemple des red flags thoracolombaires, selon les différentes catégories de pathologie, les signes et les symptômes cliniques vont être totalement différents. Comme vous pouvez voir sur cette diapo, on a fait 5 catégories: les tumeurs, les fractures, les pathologies spinales sérieuses, le syndrome de la queue de cheval et les troubles vasculaires. Vous vous rendez bien compte que, par exemple, le syndrome de la queue de cheval regroupe une atteinte, alors que les troubles vasculaires, plusieurs types d'atteintes. Si on s'intéresse d'abord aux tumeurs, parmi les éléments qui augmentent la probabilité d'être sur une tumeur, c'est le fait d'avoir d'abord eu une tumeur ostéophile dans ses antécédents. Et bien sûr, la suspicion doit être plus ou moins grande à 5 ou 10 ans, parce que vous avez 50% des gens qui meurent à 5 ans, puis 50% des survivants qui meurent à 10 ans, liés aux récidives. Ensuite, concernant les fractures, vous avez plusieurs types de populations. Vous avez déjà les gens qui ont eu des tumeurs parce qu'ils vont avoir des tumeurs ostéophiles qui vont s'insérer au niveau des vertèbres thoraciques. Donc ça va fragiliser l'os. Vous avez également les femmes post-ménopause ou les jeunes sportifs qui font du powerlifting ou soulèvent des charges lourdes. Parmi les éléments cliniques qui augmentent la suspicion d'être sur des fractures, par exemple chez la femme post-ménopause, c'est le fait d'avoir de l'ostéopénie, le fait de prendre des corticoïdes sur long cours, d'avoir été fumeuse, et que ce soit passé sur un événement traumatique ou pseudo-traumatique comme un éternuement. Et en général, ce sont des douleurs qui n'irradient pas dans les membres, qui sont localisées et qui sont reproduites également dans toutes les mobilisations du rachis, dans tous les sens. Donc ça, ce sont des éléments préférentiels pour les fractures dans la population de patients post-ménopause.
Parmi les pathologies spinales sérieuses, vous en avez plein. Vous avez les spondylarthropathies, vous avez la tuberculose osseuse. Vous en avez énormément, comme la spondylodicite. Et là, ça va fortement être en lien avec la fièvre, la sueur la nuit, des douleurs dites constantes, etc., etc. Pour le syndrome de la queue de cheval, c'est simple, le bilan neuro fera le travail, mais vous pouvez quand même avoir des éléments de suspicion en questionnant le patient en lien avec ses troubles digestifs ou ses troubles vésico-sphinctériens. Alors que par rapport aux atteintes cardiovasculaires, vous avez plein d'éléments qui peuvent rentrer en compte dans le dépistage et dans les red flags en lien avec ces atteintes. Vous pouvez majoritairement avoir la claudication intermittente, les douleurs en lien avec l'effort, et après vous pouvez rajouter l'hypotension, la bradycardie, etc. Mais ça, nous allons voir dans le e-learning tous les éléments qui doivent augmenter notre niveau de suspicion d'être face à un trouble vasculaire. Vous allez passer à côté de pathologies graves et c'est normal. On ne peut pas vous reprocher d'être passé à côté de quelque chose d'asymptomatique. Mais peu importe la pathologie, pour être irréprochable, il faut poser les bonnes questions et faire les bons tests, quoi qu'il arrive. Et sachez que 64% des tumeurs, en général, sont asymptomatiques jusqu'à ce que le patient ait un état désastreux. Les risques doivent être stratifiés et dépendent toujours de la personne en face de vous. Des mêmes symptômes peuvent faire suspecter des choses différentes selon l'âge, le sexe et l'histoire de la personne qui se tient en face de vous. C'est pour cela que vous devez les avoir en tête. Masli et ses collaborateurs se sont intéressés aux red flags de la région thoracolombaire, dont voici le résumé dans la diapo suivante. Au final, quand on regarde la liste des red flags, on se rend compte qu'avec des compétences de triage des pathologies neurologiques et vasculaires, et en posant les bonnes questions, nous sommes capables de screener la plupart des pathologies sérieuses, voire toutes. Les signes étant peu spécifiques et parfois quasi silencieux, c'est pour cela que la vigilance doit être permanente et nous devons d'examiner de manière complète ou de réadresser pour plus d'examens lorsque nous pensons que c'est nécessaire, même dans le cas de confrontation avec des experts. Vous vous rendrez compte qu'il faut parfois se battre afin d'obtenir le bon examen radiologique ou l'examen clinique et que pour argumenter, un bilan complet est nécessaire. Pour résumer, voici les gros points à retenir. Les red flags dépendent du type d'atteinte, de la zone d'atteinte. Ils permettent un tri grossier. Ils ne font pas de diagnostic. Et nous ne pouvons pas nous fier uniquement à eux. Ils peuvent être présents sans problème signalé par le patient, comme une atteinte nerveuse par exemple. Ils ne doivent pas remplacer une évaluation rigoureuse, comme la prise de tension. Et ils nécessitent de savoir discuter avec votre patient pour pouvoir tirer les informations intéressantes. Ils sont le minimum indispensable à connaître pour prendre en charge des personnes. Et attention à la surmédicalisation. Et rappelez-vous un dernier truc, c'est le radiologue qui fait un diagnostic, pas vous. Et le vasculaire dans tout ça. La prévalence des risques d'avoir un anévrisme de l'aorte abdominale ou d'en découvrir de manière fortuite est différente selon si vous êtes un homme ou une femme et selon vos facteurs de risque. Si vous êtes atteint de maladies de type Marfan ou LR dans l'os, antécédents de tabagisme, antécédents familiaux, anévrisme de l'artère poplitée. Et si par exemple quelqu'un est atteint d'anévrisme de l'artère poplitée, il faut absolument checker son aorte abdominale. Voilà pourquoi c'est essentiel de connaître ces données. Certains signes comme les pertes de fonction sphinctérienne sont des signes que la situation est trop avancée. Et ce ne sont plus des red flags dans ces cas, ce sont des white flags. Ce sont des signes qui nous indiquent que la situation est déjà trop tard et la chirurgie va permettre de limiter la progression du trouble, mais pas de retrouver ses fonctions. Dans le cadre de pathologies vasculaires, un type de white flag, par exemple, serait la nécrose. Une femme de 51 ans consulte son généraliste avec des douleurs distribuées comme sur le dessin. La douleur a débuté à la marche il y a 3 mois sans raison apparente. Elle se décide finalement à consulter en raison d'une détérioration rapide de sa capacité à marcher à cause de la douleur. RAS-LIRM, on lui explique donc que c'est une lombalgie mécanique et qu'elle doit faire de la kiné. La douleur avait un fond constant et s'aggravait à la marche avec un périmètre de marche délimité à 100 mètres à plat et 20 mètres en pente. À l'examen physique, les différentes manœuvres testées sur les interfaces mécaniques ne reproduisent pas la douleur. L'examen neuro est normal, même s'il est mal fait. On demande finalement à la patiente de pédaler sur un vélo, ce qui reproduit ses symptômes au bout d'1 minute et demie. À l'arrêt du vélo, la douleur disparaît en 2 minutes.
Le même schéma se réplique quand on lui demande de recommencer. Juste avant le test du vélo, les pouls poplités et pédieux étaient absents, les pouls fémoraux étaient bien présents. Devant ces signes, le kiné rédige un courrier et renvoie la patiente vers un angiologue qui réalise un Doppler où il analyse l'aorte, les vaisseaux iliaques et fémoraux et ne visualise aucune sténose. Il exclut donc l'hypothèse vasculaire et renvoie la patiente vers un rhumatologue. Le rhumatologue exclut à son tour des pathologies de la douleur et renvoie le patient en clinique médicale. La patiente n'était pas satisfaite de la prise en charge et décide d'aller consulter en neurochirurgie. Et à la lecture du courrier du kiné, le neurochirurgien décide d'adresser la patiente chez un confrère chirurgien vasculaire. Après examen, il trouve une TA à la cheville significativement réduite qui le pousse à réaliser une angiographie qui révèle une aorte infra-abdominale de diamètre significativement réduit. La patiente subit donc une angioplastie qui soulage complètement ses symptômes dans la jambe. Elle récupère sa capacité à marcher à 100%, seule persiste une douleur de fond dans la région lombosacrée, probablement non en lien avec son dérangement vasculaire. On vous présente maintenant un cas d'une femme de 68 ans que j'ai déjà pu développer en conférence, qui se présente avec une ischémie du membre supérieur quelques jours après une opération du syndrome du canal carpien. Donc cette patiente, depuis quelques mois, se plaignait de douleurs et d'engourdissement et de paresthésie dans la main gauche, particulièrement les 3 premiers doigts. Elle n'avait aucun antécédent cardiovasculaire ou facteur de risque. Elle a donc été diagnostiquée avec un canal carpien confirmé par EMG. J'aimerais juste mettre en perspective le fait que nous n'avons pas accès à l'EMG et nous ne savons pas où ils l'ont fait, s'ils l'ont fait jusqu'au niveau rachidien. Le lendemain de l'opération, elle s'était déjà représentée aux urgences avec des douleurs qui avaient été jugées en lien avec la chirurgie et traitées par antalgique. Le 2e jour post-opératoire, elle se présente avec la main telle que vous le voyez sur la photo. Le pouls brachial est absent. L'angioscanner a révélé une occlusion complète de l'artère axillaire en raison d'une côte surnuméraire, a priori ancienne, puisqu'une bonne circulation collatérale s'était installée. Et l'ischémie était due à la position lors de la chirurgie. La côte a été retirée et la patiente a dû être amputée du bout des 3 doigts atteints. Malheureusement, les chirurgiens sont passés à côté de cette atteinte car ils n'ont pas forcément fait de prise de tension et également n'ont pas été vigilants quant au fait qu'un syndrome du canal carpien se développe très lentement. On pourrait dire qu'il y a une erreur médicale ou peut-être que tout le monde serait passé à côté. Cependant, si une prise de tension bilatérale avait été faite chez cette patiente, on aurait observé une diminution de la tension au moins sur le bras symptomatique. Voici le dernier cas clinique d'une femme de 72 ans avec une spondylose cervicale qui consulte en kinésithérapie pour des douleurs persistantes au cou avec une EVA qu'elle évalue à 4,6 sur 10. Elle est aussi suivie dans un département vasculaire pour des douleurs dans les jambes lors des efforts en lien avec une athérosclérose. Elle prend un traitement pour l'hypertension et l'hyperlipidémie. La thérapie manuelle cervicale, notamment technique de traction, l'a soulagée pendant un temps. Depuis plusieurs séances, elle reporte une augmentation des symptômes suite aux techniques, ainsi qu'un sentiment d'étourdissement et d'agitation pendant à peu près 24 heures. Son chirurgien vasculaire décide de remesurer sa tension, qui est à 155/95. L'auscultation des carotides révèle des bruits anormaux. L'échographie des carotides met en évidence une sténose avancée due à l'athérosclérose. Une chirurgie d'endartériectomie est programmée en urgence. La patiente s'est bien rétablie et la douleur a diminué à 1,2 sur 10. Le chirurgien pense qu'elle a souffert d'accidents ischémiques transitoires induits par la thérapie manuelle. Pour la plupart des troubles vasculaires, il faut comprendre la physiopathologie, connaître les populations à risque, connaître les facteurs de risque qui se chevauchent et peuvent se cumuler, connaître les différentes formes d'expression des troubles, connaître les sous-groupes de population nécessitant une évaluation différente, connaître l'utilité des différents examens radiologiques. Et là, avec les cas cliniques, on touche du doigt le plus évident. Qui parmi vous aurait demandé le bon examen ? Et donc, posez-vous les questions suivantes. Ai-je pu identifier dans ma pratique des patients avec des troubles vasculaires ? Est-ce que je saurais identifier les grandes familles de troubles vasculaires qui miment les troubles musculo-squelettiques les plus courants ? Sinon, vous habitez dans un endroit très protégé, ou alors le médecin a déjà fait un triage remarquable. Mais j'en doute. Donc, avant de se spécialiser dans tous les sens, la priorité serait de savoir trier ses patients.